Et vous verrez dans le rapport que ces auditions, vos interventions et les échanges qu'on a pu avoir après ont largement contribué, à la qualité de notre rapport. Donc sur le déroulement du webinaire, on va vous faire une présentation du rapport, allez, maximum 30 minutes et après donc on aura un temps de questions-de-réponses et on essaiera de terminer à 12 heures comme on l'avait prévu. Heu, juste, quelques modalités pratiques. Si vous pouvez couper, vos caméras pendant le temps de présentation et surtout les micros, ça serait très bien. Puis après, vous pourrez les rallumer quand on fera le temps de questions-réponses. Et dernier point, vous le voyez sur votre écran sans doute, ce webinaire est enregistré. Donc on va pouvoir commencer, la présentation. Si le diaporama veut bien commencer. Donc sur le titre tout d'abord sur le titre de notre étude, en fait, au sein de la commission, on essayait de réfléchir à un titre qui soit, positif et qui ne soit pas, voilà, lutter contre le décrochage scolaire. Donc on a choisi comme titre, et ça correspond aussi, à la teneur de nos discussions en commission et des travaux. Vous verrez dans notre étude où on a aussi essayé de traiter cette question de manière, positive. Et donc on a choisi comme titre: «Je ne décroche pas, je me construis. Bâtir ensemble les conditions de garantie des chances, prévention, intervention et remédiation du décrochage scolaire en Pays de la Loire». Donc si on peut passer à la deuxième. Donc dans l'introduction de notre rapport, on rappelle la définition du décrochage scolaire que vous connaissez. Heu, un processus complexe qui conduit un jeune en formation initiale à se détacher du système de formation, jusqu'à le quitter avant d'avoir obtenu un diplôme. Donc dans la définition, ça concerne les jeunes de plus de 16 ans, qui quittent la formation initiale sans avoir obtenu le diplôme pour lequel ils s'étaient engagés et on commence au niveau 3, donc le CAP. Dans l'introduction, on commence à parler des formes diverses du décrochage, des causes qui sont multiples et on y revient après dans le rapport. On se dit aussi que la définition est sans doute à réinterroger, puisque voilà, est-ce que la définition, quasi officielle, correspond à la situation réelle, notamment sur l'âge? Puisqu'on constate, enfin, vous le verrez dans le rapport et dans la présentation qui va être faite par le rapporteur que, le décrochage peut commencer, largement avant 16 ans. Le terme à réinventer, on parle de décrochage, on parle de persévérance scolaire, voilà. Est-ce qu'il faut, inventer un autre terme? Donc c'est des questions aussi qu'on pose. Et puis, on insiste sur la triple démarche d'action publique, prévention, intervention et remédiation. Et sur le contexte de l'étude, le Césaire avait déjà réalisé une étude sur cette thématique en 2015. Donc on avait intitulé «Un enjeu de société, lutter contre le décrochage» et cette étude avait été faite en réponse à une saisine du président de région et on nous demandait en fait de tirer les enseignements d'initiatives qui avaient été mis en place par la région, pour lutter contre le décrochage, la région étant compétente en la matière depuis 2014. Et quand on a choisi un nouveau thème d'étude pour notre commission, on s'est dit que ce serait bien de regarder 6 ans plus tard si nos analyses étaient pertinentes, si nos préconisations étaient toujours d'actualité, si les dispositifs mis en place étaient toujours efficaces, puisqu'en fait, depuis, 2015, il y a quand même des éléments nouveaux qui sont apparus, et on a aussi un nombre de jeunes décrocheurs qui ne baisse quasiment pas. Donc les chiffres INSEE, dont on fait état dans notre rapport, c'est 5 300 jeunes de moins de 18 ans qui sont, en décrochage scolaire en Pays de la Loire. Et donc les éléments nouveaux, on les retrouve dans le rapport, hein, c'est la pandémie de Covid-19 et les confinements, une pression accrue, et qui reste précoce sur l'orientation et puis on note aussi, les actions qui sont menées et notamment la politique volontariste de lutte contre le décrochage de la région et aussi, des associations, et d'autres structures, qui contribuent aussi à la lutte contre le décrochage. Et puis il y a aussi, heu, on voilà,
on tient compte aussi des coûts socio-économiques de la lutte contre le décrochage scolaire et on y fait état aussi dans notre rapport. Bon, après, c'est juste, je pense qu'on l'a déjà fait lors des auditions, hein, c'est de présenter un peu comment on travaille. Donc, quand on fait une étude au Césaire, on nomme un rapporteur. Donc là, c'était Aldo Fauchia qui rapporte donc sur cette étude et qui va faire la présentation après. On s'est fortement appuyé sur l'enquête INSEE de 2023, donc sur le décrochage scolaire, et aussi sur une enquête de l'INSEE aussi sur la pauvreté, puisqu'on voit qu'il y a des similitudes sur certains territoires entre pauvreté et décrochage scolaire. Et puis, on s'appuie aussi sur des auditions. Et donc, on a auditionné 24 jeunes de 15 à 25 ans et voilà, 37 experts spécialistes et acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire. Donc, ce qui nous fait plus de 60 personnes auditionnées. Et donc, ça a contribué, comme je le disais tout à l'heure, fortement à la réussite de notre rapport. Et puis sur le calendrier, donc voilà, on a travaillé sur une année. Donc au Césaire, quand on travaille sur une étude, il y a une note de cadrage. Donc la note de cadrage avait été adoptée en novembre 2022. Nos auditions ont duré jusqu'à août 2023 et on a rédigé, discuté en commission et adopté ça fin novembre 2023 en commission et ça a été voté en assemblée plénière du Césaire hier. Et donc, entre-temps, on a aussi rencontré l'élu en charge de cette question à la région, donc André Martin. On l'a rencontré le 25 janvier 2023 pour lui présenter la note de cadrage. Et on l'a rencontré en octobre pour lui faire part un peu de l'évolution de nos travaux et notamment de voilà, comment on avait travaillé et les différents points qu'il pouvait y avoir dans notre étude. Et je vais passer la parole à Aldo pour la deuxième partie de la présentation. Merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin là, pour cette petite présentation, puisqu'en fait, évidemment, le rapport qui fait une soixantaine de pages est bien plus complet et bien plus détaillé et bien plus exhaustif que ce que l'on va vous présenter ce matin. Mais à la suite du vote d'hier, on avait envie de vous faire partager en premier les éléments qui ont été présentés et qui ont été votés. Alors évidemment, vous pouvez le prendre comme un teasing ou comme quelques bribes qui vont vous être données ce matin. Vous aurez le lien pour l'étude complète aussitôt après le webinaire, qu'on vous invite à transmettre d'ailleurs dans vos instances ou organisations respectives, sans aucun problème. Nous-mêmes, on se tient à votre disposition par la suite pour pouvoir aller le présenter à l'occasion de réunions, de rencontres ou de façon individuelle. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, on se tient toujours à votre disposition. Mais voilà, à chaud, il nous semblait important de pouvoir, comme vous avez été les contributeurs par les auditions de ce rapport, de pouvoir vous donner les principaux éléments. Alors ne soyez pas du coup vexés si on ne cite pas, si je ne cite pas dans la présentation votre instance ou votre organisation, vous la retrouverez sans aucun problème dans le rapport. Au-delà des personnes institutionnelles ou d'associations que vous êtes, on a donc, comme l'a dit Jacques, rencontré un certain nombre de jeunes et leur témoignage était extrêmement aussi éclairant sur les conclusions sur lesquelles nous sommes arrivés, puisque peut-être faut-il le rappeler, les préconisations que je vous présenterai rapidement en fin de webinaire sont des préconisations à destination de la région. Donc, qu'est-ce que la région peut mettre en place en Pays de la Loire au regard de l'existant, au regard de sa politique? Et je sais que nous avons à l'occasion de ce webinaire ce matin énormément de personnes des services du Conseil régional que je salue et avec qui nous travaillons en complète collaboration. Pardon, je suis un peu malade. Donc, et puis, nous avons eu la chance, effectivement, d'avoir l'intervention à la suite de la présentation du rapport hier de Philippe Barré, conseiller régional délégué à la jeunesse, et qui a pu déjà nous donner à la fois des impressions sur ce qu'il a lu, mais également des orientations. Donc, c'est extrêmement satisfaisant pour nous. Alors, comme l'a dit Jacques, pour commencer, en 2015, le Césaire avait déjà fait une étude sur le sujet, et nous avons évidemment repris cette étude au départ pour constater quoi? Pour constater malheureusement, j'ai envie de dire que depuis que 2015, il y a quelques invariants concernant le décrochage scolaire.
Et Jacques Bordron, notre président de commission, vient de vous dire qu'à un moment donné, le chiffre ne descend pas. Et on a malgré tout quelques invariants. Et puis, on a des éléments nouveaux de contexte qui ont amené dans cette étude à émettre de nouvelles préconisations par rapport à ces éléments. Donc la pandémie de Covid-19, je crois que c'est pas trop la peine d'insister sur le sujet, sur la santé mentale, la désocialisation et tout ce que ça a généré auprès des jeunes avec un retour à l'école, un déconfinement qui n'a pas toujours été simple. Une orientation avec une pression accrue. Alors la pression sur l'orientation, elle a toujours existé. Hein. C'est pas l'arrivée de Parcoursup qui a mis une pression plus forte sur l'orientation. Peut-être, mais ça resterait encore à analyser et à vérifier. Mais en tout cas, on a senti, notamment chez les jeunes qu'on a auditionnés et chez les familles, une certaine pression par rapport à ce sujet, une espèce de deadline où il faut choisir et où il faut bien choisir, et voilà, qui génère une forme de stress. Une politique régionale volontariste du Conseil régional depuis que la compétence du décrochage scolaire est passée aux mains de la région. Et je crois que dans les Pays de la Loire, on peut dire qu'il y a vraiment eu de nombreux dispositifs qui ont été mis en place et une association des acteurs sur le sujet depuis 2014-2015. Et puis, un état des lieux de la situation au Pays de la Loire, où en est-on en 2023, en 2022-23, de la situation du décrochage scolaire par rapport à 2015. Il fallait partir de cela et nous avons effectivement été aidés par l'étude de l'INSEE, à la fois sur le décrochage, mais aussi en lien, on va en reparler, sur l'étude qui a été faite en octobre 2023 sur la pauvreté, que nous avons pu inclure également en relation dans notre étude. Voilà les éléments nouveaux de contexte depuis 2015 sur lesquels nous nous sommes aussi appuyés. Alors, quelques données, donc Jacques en a parlé, 5,9% de décrocheurs parmi les 14-24 ans au Pays de la Loire, avec une moyenne nationale qui est à 6,7. Donc on pourrait se satisfaire de ce chiffre brut en se disant, bah, écoutez, la situation du décrochage en Pays de la Loire est peut-être meilleure qu'au niveau national. Il n'empêche que, Jacques l'a dit, ce sont 5300 jeunes qui sont quand même sans solution, en accompagnement, retirés d'un cursus scolaire, qui ne sont pas allés au bout de leur cursus. Et donc, il convient évidemment d'être très attentif et de focaliser notre action sur ce chiffre-là. Des disparités géographiques, jusqu'à 10% dans certains territoires de la région, hein, entre le pourcentage de décrocheurs. Donc, effectivement, on a constaté, et là, l'étude de l'INSEE, que vous retrouverez avec beaucoup de détails dans le rapport, par le lien que vous aurez tout à l'heure, montre qu'il y a vraiment des disparités régionales. Alors, c'est pas forcément rural-urbain, hein, on a effectivement des disparités sur les territoires selon aussi la pauvreté économique de certains territoires, soit la pauvreté sociale de certains territoires, mais on trouve aussi des disparités géographiques à l'intérieur même de certaines grandes villes, certaines grandes agglomérations, comme Nantes par exemple, en fonction des quartiers sur lesquels on se trouve. La concomitance donc de la cartographie, pauvreté, décrochage scolaire, je n'y reviens pas, on vient d'en parler, mais c'est très détaillé dans le rapport. Il y a du lien à faire entre les deux, c'est une évidence, parce que les conditions de scolarisation, de travail ne sont pas les mêmes pour chaque jeune en fonction des conditions que sont les siennes aussi à la maison. Et puis un chiffre, 3404 situations de jeunes étudiés en PSAD, en plateforme de suivi d'appui au décrochage en 2021-2022. Donc ça reste quand même quelque chose de conséquent. Et là, l'ensemble des acteurs est mobilisé pour pouvoir trouver des solutions à ces jeunes qui sont repérés comme étant parfois sortis du système scolaire ou arrivant après avoir commencé un cursus, mais l'arrêtant peu de temps après l'avoir démarré. Donc ça, ce sont des données chiffrées des Pays de la Loire. Et pour reprendre l'expression de toute façon d'un conseiller régional qui est intervenu hier sur une autre situation, un autre rapport au sein de la session plénière, ce n'est pas parce qu'on a un chiffre qui semble meilleur qu'ailleurs qu'il ne faut pas mobiliser toutes ses forces pour travailler le sujet. Voilà, faisant référence là cette fois-ci au pourcentage de nos décrocheurs par rapport à d'autres territoires. Donc, les principales causes que nous avons recensées, certaines liées aux nouveaux éléments contextuels, d'autres non, invariantes. Le discours du manque et de la disqualification. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. L'école, c'est pas fait pour moi, je m'y retrouve pas, j'y suis pas bien. Ça, ce sont des éléments que nous avons retrouvés chez un certain nombre de jeunes. Je faisais pas de sens, absence de sens, deuxième élément. Moi, ça me parle pas, rester assis sur la chaise toute la journée, voilà. Alors, évidemment, ça parle, et c'est pas la majorité des jeunes, mais c'est les choses qui sont revenues dans ceux que nous avons auditionnés et pour lesquels nous avons notamment
eu des parcours un peu atypiques dont on reviendra tout à l'heure. Et quand on les questionne sur ce qui a fait qu'à un moment donné, ils se sont trouvés en situation de décrochage, eh bien, ces éléments-là sont les premiers qui reviennent. Juste un petit aparté peut-être sur le titre, effectivement. Je ne décroche pas, je me construis. Peut-être un peu provocateur, peut-être un peu particulier. Jacques l'a dit, c'était pour donner une connotation positive. Et si on avait voulu donner une connotation positive, nous aurions pu rester simplement en transformant le terme de décrochage par la persévérance scolaire, qui est une expression beaucoup plus utilisée. On a voulu aller plus loin parce que, au regard de ce que nous avons entendu lors des auditions, nous avons des jeunes qui ont arrêté leur cursus, qui, à un moment donné, ont fait un mauvais choix d'orientation, qui, à un moment donné, sont partis travailler, qui, à un moment donné, ont fait une année de césure, qui ont changé de filière et qui ne se trouvent pas, qui ne se considèrent pas comme avoir été en situation de décrochage, simplement dans leur parcours non linéaire, parcours un peu atypique, eh bien, ils se sont construits, ils ont fait une expérience, ils ont expérimenté tel ou tel élément, ils ont rencontré des personnes qui, à un moment donné, les ont remis en selle, pardon. Et donc, le fait de dire je me construis, bah, c'est que nos expériences, et je crois qu'on peut tous se le dire individuellement, nos expériences positives et négatives servent à un moment donné à faire ce que nous sommes, à nous construire et avancer plus, si possible, en sérénité avec notre avenir. Voilà. Donc, cette absence de sens, c'est quelque chose dans les apprentissages qui est beaucoup revenu. Le mauvais choix d'orientation, qui n'est pas forcément un mauvais choix d'orientation subi, parfois c'est un mauvais choix d'orientation, il a bien été choisi, mais la réalité du parcours dans la filière montre que finalement, ce n'est pas ce à quoi le jeune pouvait s'attendre, et auquel cas, eh bien, il repart sur un nouveau dispositif, d'où l'importance aussi des classes passerelles. Les notions de harcèlement, relativement présentes en ce moment évidemment, mais on a des jeunes qui sont aussi capables d'expliquer que les conditions dans lesquelles ils se trouvaient dans l'établissement n'ont pas favorisé leurs apprentissages et leur bien-être. Parce que vous voyez qu'ensuite, on arrive aussi sur des notions de bien-être. Je passe à la santé mentale tout de suite. La santé mentale est un élément qui est revenu dans énormément d'auditions que nous avons eues, que ce soit avec des jeunes, que ce soit avec des professionnels de l'accompagnement, que ce soit avec les associations qui interviennent dans les établissements, que ce soit avec les associations qui reçoivent des jeunes qui ne se sentent pas bien à un moment donné, qui vont vers elles. La santé mentale est beaucoup revenue et là, c'est certainement un élément fondamental, entre autres de la période de Covid que nous avons connue. Les questions de précarité, je n'y reviens pas parce que je viens d'en parler juste avant. La question également du handicap et de l'inclusion ne permettant pas toujours à chaque jeune, bien que des moyens soient déployés pour les permettre de suivre une scolarité normale, d'accord, classique, en présentiel ou à distance, mais avec des robots de téléprésence, eh bien, le handicap reste un élément qui a été mentionné dans les causes recensées du décrochage. Et puis, dans les auditions, et même s'il est convenu de dire que le lycée professionnel, notamment, est aujourd'hui le lieu scolaire où on rencontre le plus de situations de décrochage et le plus fort pourcentage de taux de décrocheurs, pardon, on a des périodes charnières qui sont des périodes comme recensées à risque. L'arrivée en sixième, parce que de l'école, c'est un nouvel environnement, de nouvelles méthodologies de travail, généralement de nouvelles habitudes aussi de vie entre le déplacement, la restauration, etc., les nouveaux camarades. Bref, l'arrivée en sixième peut être une période charnière de décrochage. Le passage en quatrième, à un moment donné où l'adolescent, le jeune se construit, se cherche, ne se retrouve plus toujours forcément dans la proposition scolaire qui est faite, dans la pédagogie qui est celle qui lui est attribuée. La fin de troisième, parce que c'est la question de l'orientation et que parfois là, on a l'impression qu'il y a un couperet, qu'il y a une deadline et qu'il faut absolument savoir ce qu'il faut faire tout de suite, bien que tout soit fait en termes d'orientation pour lui permettre d'apprendre le moins possible cette période. Et puis, on a mis le 18 ans parce que 18 ans, c'est aussi c'est l'âge de la majorité, pardon. Et à cet âge-là, eh bien, on constate, nous l'avons vu, notamment dans le supérieur, un certain nombre de jeunes qui sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes, livrés à la fois peut-être dans le choix de leurs études, mais aussi livrés à eux financièrement dans leur vie sociale. Et donc, il n'est pas toujours, évidemment, facile de conjuguer la vie scolaire, la vie personnelle, sociale et la précarité dans ce domaine-là devient de plus en plus importante. Il y a des chiffres qui le montrent sur le sujet. Voilà. Donc,
Voilà ces périodes constatées. Sur les dispositifs, je ne vais pas y revenir longuement parce que là, vous les trouverez, il y en a beaucoup, et puis il y en a beaucoup qui sont exposés et détaillés dans le rapport, hein, entre les politiques nationales des différents gouvernements qui peuvent être mis en place, le plan d'investissement dans les compétences, le plan Un jeune, une solution, l'obligation de formation à 16 ans, la réforme du lycée professionnel, où lors d'une réunion récente au conseil régional qui regroupait un certain nombre d'acteurs qui sont d'ailleurs derrière leur écran ce matin, on a bien entendu l'objectif de proposer un zéro décrochage avec 100% d'insertion professionnelle, le service combiné, le service civique combiné, les prépas apprentissages, et puis au niveau de l'éducation nationale, tout ce qui relève des MLDS, tout ce qui relève aussi des MIGEC, dont certains sont derrière leur écran aussi ce matin et je les salue, les enquêtes climat scolaires qui peuvent être faites, les groupes de prévention du décrochage scolaire qui peuvent se trouver dans les établissements scolaires. Et je salue Monsieur Jacquemin que j'ai aperçu tout à l'heure et qui nous en a parlé lorsque nous l'avons auditionné, les lycées Nouvelle Chance, le diplôme d'accès aux études supérieures, le DAU, pour essayer de raccrocher aux études supérieures. Bref, un certain nombre de dispositifs nationaux et puis régionaux. On en a parlé, le plan Nouvelle Chance pour les décrocheurs de 2017 dont on a parlé, l'investissement sur les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, les PSAD de la région, le recrutement d'agents régionaux sur le sujet également. Donc là, je ne reviens pas là-dessus. Et puis tous les dispositifs qui peuvent être expérimentés ou pensés, puisque évidemment, on a toujours à se dire que pourrait-on faire de nouveau peut-être pour trouver solution et pour faire que ce côté invariant n'existe plus à l'avenir. Ce qu'il faut souligner fortement dans notre territoire, en tout cas, c'est la coopération institutionnelle. Point de départ indispensable, comment toutes les personnes qui traitent du décrochage scolaire vont pouvoir travailler ensemble, de concert, collaborer pour être le plus efficace possible par rapport aux situations qui sont rencontrées. On y reviendra, mais pour nous, en Pays de la Loire, il nous semble que là, il y a un point fort quand même. Simplement, ce que nous avons constaté, c'est que nous avons aujourd'hui tous les dispositifs régionaux. Nous avons pu aussi aller à la rencontre d'une expérimentation, mais qui devrait normalement être dans tous les territoires au niveau des Pays de la Loire, qui est une instance départementale chargée de la prévention et de l'évitement scolaire. C'est comment est-ce qu'à un moment donné, les acteurs régionaux et départementaux pourront encore plus travailler ensemble, certainement, pour que ce décrochage qui est apparu dans les auditions comme étant de plus en plus précoce, eh bien, soit traité par un ensemble d'acteurs associés, voilà, et non pas plutôt par catégorie d'âge en fonction de la compétence de la collectivité, hein, département pour les collèges et puis par exemple la région pour les lycées. Comment on pourrait avoir une transversalité de ce point de vue-là. Et puis l'accompagnement, le rôle clé du champ associatif, ça c'est extrêmement revenu. Il y a beaucoup d'associations, je pense qu'on en a derrière l'écran aussi ce matin, qui œuvrent soit en convention pardon, avec des collectivités, soit directement en proposition au sein d'établissements, et qui, dans les dispositifs qu'elles mettent en place, viennent en appui aux équipes éducatives, soit dans le domaine de la prévention, soit dans le domaine de la remédiation. Et donc là également, c'est quelque chose d'extrêmement important, on a trouvé en Pays de la Loire au niveau des auditions. Les facteurs de réussite. Quels facteurs de réussite nous avons identifiés? D'abord, un climat scolaire favorable. Voilà, un jeune passe plus de temps éveillé, je vais le dire comme cela, dans son lieu scolaire qu'à la maison au cours de sa scolarité, dans la période qui nous intéresse. Donc il y a besoin d'une compréhension mutuelle, compréhension entre les jeunes et les adultes qui les encadrent, la lutte contre les violences en milieu scolaire pour lui donner les conditions de réussite les plus favorables, une vie démocratique en milieu scolaire parce qu'il nous semble, et c'est aussi un axe de la région des Pays de la Loire, que d'interroger les jeunes et de les rendre acteurs de leur vie en établissement est source aussi de bien-être, en tout cas, et de sens pour eux. La qualité du temps scolaire, donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très prégnant par rapport aux innovations pédagogiques qui peuvent avoir lieu. Et puis également sur les questions bâtimentaires ou de mixité sociale, bâtimentaires notamment parce que il semble à les écouter que, par exemple, être dans un pôle d'enseignement supérieur dans un lycée, c'est aussi une forme de reconnaissance d'un statut d'étudiant et que, par conséquent, eh bien, le jeune se sent reconnu davantage
plutôt qu'être, par exemple, mêlé à l'ensemble des lycéens. Tout ça ne peut se faire, bien sûr, qu'avec une forte coopération de la communauté éducative, bien sûr les enseignants, mais aussi, et c'est beaucoup revenu, les personnels de vie scolaire, toutes les personnes qui, n'ayant pas une forme, je vais le dire comme cela, parce que c'est comme ça que ça nous a été présenté, une forme de rapport hiérarchique avec l'élève, eh bien, peuvent développer une qualité relationnelle avec les jeunes qui est extrêmement intéressante pour pouvoir notamment repérer certaines situations. La transmission des compétences psychosociales, un élément qui est extrêmement prégnant actuellement, notamment vis-à-vis de la formation continue des membres des équipes éducatives. Voilà, pour bien comprendre ces principes-là et ensuite pouvoir au sein des établissements les transmettre. Le soutien à la parentalité, parce que dans nos auditions, nous avons pu constater, notamment avec les associations de parents d'élèves, que bien souvent, les parents peuvent être démunis par rapport à la situation de leurs enfants, soit d'un point de vue éducatif, soit d'un point de vue de l'information pour pouvoir être en appui, en soutien. Et dans ce cas-là, il faut absolument qu'il y ait des relais extérieurs qui permettent de combler ce manque ressenti, en tout cas. Les pratiques, les stages, l'apprentissage des gestes métiers, c'est pas nouveau, je vais pas insister si je vous dis qu'il y a des élèves pour qui le concret parle beaucoup plus que l'apprentissage plus abstrait de certaines disciplines, même s'il n'est absolument pas ici l'occasion de dire que l'un est plus important que l'autre. Les bienfaits de l'activité physique, parce que l'activité physique, le bien-être du corps fait partie, dans ce que nous avons entendu, des bien-être du jeune dans sa globalité. Et le soutien aux acteurs et à la prévention, parce que on sait le coût de la remédiation dans le décrochage scolaire, et donc il nous apparaît extrêmement important, et c'est une demande que nous formulons à la région, de garder son soutien qui existe aux acteurs qui peuvent investir le champ de la prévention ou tout dispositif qui pourrait être en lien avec la prévention du décrochage scolaire. Des points à réinterroger. Alors, Jacques en a déjà parlé en introduction, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Peut-être simplement vous dire que le périmètre de la définition du décrochage scolaire nous semble aujourd'hui trop réducteur. Quand nous avons, je sais que Madame Lemat, que je salue, est avec nous, quand nous avons eu ces auditions, nous avons constaté que le décrochage, la part des 16 ans, donc vraiment le début de la définition aujourd'hui, eh bien, était de plus en plus forte. Et nous avons constaté aux auditions qu'en fait, le décrochage ne commence pas à 16 ans et qu'il y a déjà des signaux au préalable. Les parcours atypiques et le droit à l'erreur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, tout le monde n'a pas le parcours linéaire et que le droit à l'erreur, il permet de se construire aussi et parfois a permis à des jeunes vraiment de rebondir et on a eu des témoignages positifs, d'optimisme formidable par rapport à cela. Le métier d'enseignant qui doit faire face à de multiples difficultés, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, et il ne s'agit pas là seulement que du recrutement, mais également de toutes les missions auxquelles on peut aujourd'hui, d'un point de vue notamment des familles, avoir des exigences et qui ne sont pas faciles évidemment à tenir. Des évolutions pédagogiques qui nous paraissent indispensables et qui se déploient de manière inégale. Juste pour vous donner un exemple sur le sujet, lorsqu'il y a eu le déconfinement, lorsqu'il y a eu le retour physique au sein des établissements scolaires, des établissements ont fait le choix de ne pas reprendre les cours tels quels, comme ils les avaient quittés au moment où les jeunes sont revenus, mais de faire une sorte de réappropriation des locaux, de réappropriation de la vie scolaire. Ça nous est apparu extrêmement intéressant. Et puis vous dire que l'école ne peut pas tout, effectivement, que c'est bien une collaboration entre acteurs institutionnels, l'école, les familles, le monde associatif, tous ceux qui gravitent autour de nos jeunes, et la collaboration entre tous ces acteurs-là qui peut permettre de solutionner des situations parfois difficiles. Quelles sont nos préconisations? Alors là, pardon, je vais vous donner les importantes, évidemment, et celles qui concernent plus particulièrement la région. Soutenir les associations dans leur travail de lutte contre le décrochage scolaire. Effectivement, la région des Pays de la Loire, notamment, a un soutien financier envers ces associations, a des conventionnements avec certaines, et nous souhaitons qu'effectivement, ces associations puissent continuer à être soutenues, tout en ne s'interdisant pas d'en soutenir de nouvelles qui auraient des propositions un peu plus innovantes.
Faire du bien-être des jeunes et de la santé une priorité, je crois que là, c'est un élément incontournable. Et pourquoi ne pas créer un cofinancement ARS, région, fonds européens et un dispositif itinérant qui pourrait aller à la rencontre des familles avec des personnes formées en santé mentale. Je fais un parallèle avec l'Orientibus qui existe pour l'orientation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à inventer de ce point de vue-là sur le sujet? Nous pensons qu'il y a une piste à creuser. Mieux se connaître pour mieux se comprendre. Bon, la région des Pays de la Loire est très attentive à la parole des jeunes. Il nous semble qu'elle pourrait utiliser tout le matériau issu des contributions du Big Bang de la jeunesse, mais également de la promotion qui vient d'être mise en place, pour que réaliser des capsules vidéo qu'on pourrait mettre à disposition de tous, des acteurs de la prévention du décrochage, des équipes éducatives, afin de pouvoir faire vivre à ces personnes-là les codes que sont ceux de nos jeunes, parce que quand bien même on les côtoie tous les jours et on peut les côtoyer aussi à la maison, il faut bien reconnaître qu'ils peuvent parfois nous bousculer dans nos représentations ou dans nos idées. Donner toute sa place à la pratique sportive amateur en collectif, dans les effets du Covid-19, il y a eu un éloignement de la pratique sportive et encore plus un éloignement de la pratique sportive collective. Évidemment, les conditions ont permis parfois de pouvoir déployer le sport individuel, la course, la pratique de la course, par exemple. Il nous semble que le sport collectif permet aussi de retrouver une forme de socialisation, de valeurs, de liens, de goût de l'effort partagé, etc. Et nous souhaitons que la région, qui a fait un appel à projet sur le sujet, puisse continuer à investir ces champs. Et puis favoriser la mixité sociale. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais elle est facteur d'enrichissement des uns et des autres, de soutien des uns et des autres. Et il nous semble qu'elle est aussi un élément qui contribue au bien-être des jeunes, plutôt qu'une forme de ghettoisation qui ne serait favorable pour personne. L'axe 2, accompagner au mieux les parcours atypiques, faire mieux connaître les dispositifs. Nous avons une région qui a investi le champ du numérique avec Mon Ordi au lycée. Eh bien, pourquoi ne pas faire connaître sur cet objet les dispositifs qui existent sur cet espace numérique? Voilà, les missions locales, les CIO, le service civique, etc. Pourquoi ne pas investir ce champ directement sur cet outil numérique mis à disposition pour tous les élèves de seconde et de première année de CAP, puisque du coup, ils pourraient avoir ça en direct. Renforcer le service civique combiné qui permet à la fois de pouvoir faire une expérience, mais aussi un retour à l'école. Il paraît que c'est pour nous, il nous semble que c'est quelque chose qui serait intéressant. Et donner une vraie place au parcours non linéaire. Voilà. Vous savez combien le pair à pair est important et donne des résultats plus importants, souvent plus efficaces que simplement une information descendante. Il nous semble que la région qui a beaucoup investi le champ des ambassadeurs, ambassadeurs du civisme ou autres, pourrait investir le champ des ambassadeurs pour avoir des ambassadeurs des parcours non convenus. Les ambassadeurs qui viennent dire ben, moi aussi, je me suis trompé à un moment donné, moi aussi, j'ai connu ça, moi aussi, j'ai fait une année de césure, moi, voilà quel est mon parcours, et aujourd'hui, je suis épanoui, je suis un jeune qui va très bien, qui est heureux dans ce qu'il fait, et finalement, je reviens à mon titre, je n'ai pas décroché, mais en fait, je me suis construit, et mon parcours non linéaire, c'est celui qui m'a construit et qui fait qu'aujourd'hui, je peux venir témoigner devant vous pour vous dire, n'ayez pas d'angoisse par rapport à la situation qui est la vôtre. Et puis l'axe 3 sur tenir compte du milieu de vie des élèves, là je ferai un parallèle avec ce qu'on a évoqué en début de webinaire sur le fait que les territoires ne sont pas tous identiques de ce point de vue-là. Il me paraît que vis-à-vis des parents ou des membres des communautés éducatives, avoir un guide des signaux du décrochage pourrait être utile. On a vu des formations aussi sur repérer les signaux faibles ou repérer les formes de décrochage scolaire pouvaient être extrêmement utiles. Donc il nous semble que là, la région pourrait investir ce champ. Nous avons parlé tout à l'heure aussi des maisons des parents. On a vu les maisons des adolescents, et je pense qu'il y a des représentants des maisons des adolescents derrière l'écran qui font un travail formidable, qui sont débordés, mais à les écouter, eh bien, on a aussi le sentiment que des maisons des parents, comme je vous le disais tout à l'heure,
pour avoir des informations, pour être aidé, pour avoir des repères éducatifs serait utile. Et je le signale à ce titre, dans le Nord, d'accord, dans le Nord, eh bien, depuis 2019, donc juste au moment de la période Covid, eh bien, des maisons des parents se sont mises en place sur le sujet. Voilà. Et elles se sont développées depuis 2021, puisqu'il y en a 5 qui ont été créées. Enfin, l'accompagnement global du jeune nous paraît toujours un élément extrêmement important, c'est-à-dire comment, de son entrée dans son cursus scolaire, de formation, jusqu'à la sortie et son insertion professionnelle, comment on a un accompagnement voilà, global, toujours présent, pas toujours fait par les mêmes acteurs, en collaboration avec tous ceux qui œuvrent et qui encadrent ces jeunes-là. Comment est-ce que sur les territoires, on peut nourrir cette collaboration au service des jeunes. Voilà. Plus tôt on repérera une situation, moins elle sera difficile à traiter, nous semble-t-il, et moins elle coûtera, comme on l'a dit en début de webinaire, aussi à la société, puisque les coûts sont énormes, vous les retrouverez dans le rapport. Voilà, simplement vous dire en conclusion que si les leviers qui contribuent à la persévérance scolaire ou à la construction du jeune sont multiples, leur concomitance est un gage de réussite. Il nous paraît que l'action coordonnée des acteurs, l'action coordonnée des institutions, la collaboration nourrie est de nature à pouvoir favoriser l'absence ou limiter le développement du décrochage scolaire. Voilà, c'est peut-être aussi un levier de transformation pour nous du système éducatif. Peut-être faut-il constater qu'il y a besoin de réinterroger des éléments. Il y a besoin de réinterroger des éléments. Moi, nous sommes surpris de voir que les dispositifs d'accompagnement des jeunes non classiques, c'est-à-dire ce qui n'est pas prévu, euh, se développent dans beaucoup d'établissements scolaires. Si c'était que des unités, on se dirait, bon, c'est peut-être marginal. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a certainement quelque chose à réinterroger, particulièrement dans un contexte sociétal et politique qui est parfois alarmant et dont le côté anxiogène se ressent aussi dans l'école comme dans toute la société. Voilà. N'oublions pas que nous préparons des adultes de demain et que ces jeunes qui demandent parfois, comme le montre la photo que vous avez à l'écran, simplement une main tendue, une information, un besoin de regagner confiance. Ils ont besoin des adultes qui les encadrent, ils ont besoin des moyens que l'on met à disposition pour leur permettre de se construire et d'envisager l'avenir avec sérénité. Et nous comptons sur la région qui a déjà investi ce champ, je le rappelle, qui a mis déjà des moyens à disposition, je le rappelle, qui soutient les acteurs dans ce sujet, je le rappelle, et bien d'investir encore d'autres champs qu'ils pourront trouver dans notre rapport pour faire en sorte que ce chiffre de 5300, si on doit refaire un rapport dans 8 ans, eh bien, est baissé au maximum. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement, mais toujours trop long, comme me l'a fait signaler mon président par SMS. Merci. Merci Aldo pour cette brillante présentation. Donc, on va pouvoir prendre quelques questions. Il nous reste un quart d'heure. Je propose que vous leviez la main, la petite main, pour si vous souhaitez poser des questions. Il n'y a pas de main levée pour l'instant. Ou intervenir librement. Oui, ou intervenir, hein, vous réagir à la présentation. Oui. Pas de réaction. Alors oui, du coup, je cherche la petite main, mais j'ai toujours... Non, mais c'est bon, si vous voulez intervenir, allez-y. Bon, merci Monsieur Fauchia pour cette présentation. Anne Lemat, déléguée académique à la persévérance scolaire. Nous avons fait le choix, nous, du terme de persévérance scolaire. Merci pour la qualité de ce travail auquel j'adhère. Hein. Je trouve que c'est une belle synthèse finalement sur la question du décrochage scolaire et ça rejoint plus récemment les informations que nous avons pu recueillir dans les plateformes de suivi d'appui au décrochage, puisque nous avons participé à plusieurs plénières sur l'ensemble du territoire et on retrouve exactement ces mêmes propos. Moi, je note notamment, ce qui m'a intéressé, c'est cette idée de la place des parcours non linéaires. Je crois que c'est vraiment un enjeu aujourd'hui de faciliter justement ces parcours non linéaires. On est peut-être encore dans nos institutions très attachés à la linéarité, alors que voilà, pour un certain nombre de jeunes, ces parcours plus variés ont aussi toute leur importance et toute leur valeur. Comme nous, peut-être aussi dans nos parcours professionnels, la linéarité n'est plus forcément de mise et ça permet à chacun d'évoluer dans son parcours de vie également. Merci en tout cas.
Merci. D'autres réactions? Madame Marchand? Oui, bonjour. En complément alors, de ce que vient de dire Anne Lemat, bien moi aussi, je vous remercie pour la qualité du travail qui reprend effectivement beaucoup d'éléments dont on a pu également se rendre compte sur notre dernière tournée des plénières de plateformes de suivi et d'appui au décrochage avec alors, moi j'ai été très intéressée par le soutien à la parentalité parce que pour la première fois cette année, c'est quelque chose qui est revenu dans de nombreuses plénières de PSAD et effectivement, tant un soutien sur le côté éducatif avec des parents qui sont parfois démunis, que ce soit sur les choix d'orientation ou qui ne savent pas trop comment accompagner un enfant ou au contraire des enfants qui vont décrocher parce qu'il y a aussi des représentations des adultes de l'école qui sont pas très positives et puis du coup qui vont pas les inciter à rester en parcours. Et puis on a eu des parents, des représentants de parents d'élèves exprimé pour dire: «Bien, on aurait besoin d'un accompagnement sur ce que vous avez qualifié de période charnière dans l'étude, donc sur les périodes de transition, pour justement limiter le décrochage» et également des parents qui ont des représentants de parents d'élèves qui ont exprimé le désarroi de parents d'enfants décrocheurs qui peuvent être aux prises à la culpabilité qui ne comprennent pas ce qu'ils ont raté, pourquoi ça se passe comme ça pour leur enfant et qui pour le coup auraient besoin d'un soutien. Voilà et je vois Julien Coué à l'écran et qui d'ailleurs on a appris qu'il y avait des rondes de parents organisées par la Maison des adolescents qui permet ces échanges-là et donc ça rejoint ce que vous dites aussi qu'il y a des dispositifs qui existent et comment on les met en visibilité, comment on va renforcer la collaboration entre partenaires sur les territoires pour pouvoir avoir l'accompagnement global du jeune et de sa famille. Merci beaucoup. Monsieur Jacquemin? Je mets le micro. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon, oui. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour ce travail. Moi, j'ai vraiment été intéressé par cette mise en place aussi des maisons des parents. Je rejoins un peu ma prédécesseur, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Ensuite, je voulais évoquer deux sujets peut-être qui pourraient être évoqués. C'est sur la transition. Vous avez évoqué les périodes de transition. Peut-être que là, il y a un accompagnement à faire sur les périodes de transition de certaines familles qui sont peut-être isolées. Donc, on rejoint ce sujet-là. Et puis, un deuxième peut-être axe qui pourrait être amené à la réflexion, c'est comment la société, d'une manière générale, ou comment les entreprises peuvent venir en appui des élèves qui sont en risque de décrochage, qui n'ont pas toujours l'opportunité de découvrir, qui n'ont pas de réseau. Donc, comment, au travers d'associations qui nous soutiendraient sur ces sujets, on peut appuyer ces jeunes. Merci encore pour le travail. Monsieur Couy, vous voulez réagir? Oui, voilà, vous avez levé la main. Voilà, au même moment. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce travail et puis cette présentation qui était très claire. Vous avez, je crois, abordé à très juste titre le contexte en santé mentale des ados, des jeunes. Vous avez aussi abordé la nécessité de dispositifs de pair à pair sur effectivement des éléments qui peuvent se discuter plus facilement entre jeunes. Et ça me fait penser à un dispositif qu'on vient de lancer en partenariat avec Solipsy, Maison des ados, et puis Unicité, je crois, qui est aussi connecté. Ce sont les ambassadeurs en santé mentale, pour que aussi, sur cette question, qui parfois reste encore un peu tabou de la santé mentale, il puisse y avoir des jeunes volontaires en service civique qui vont parler, qui vont échanger autour de la santé mentale avec d'autres jeunes. C'est un projet qui s'est créé en septembre en Loire-Atlantique, et je me dis, je sais que l'ARS est intéressée pour que ce projet-là se développe sur l'ensemble des départements des Pays de la Loire, et je me dis voilà que ça pourrait être un sujet de travail entre la région et l'ARS, avec selon les départements des porteurs différents. Mais voilà, je crois qu'il y a des dispositifs qui effectivement sont encore à inventer parce que les ados, les jeunes évoluent,
qu'il faut qu'on réponde à des enjeux qu'il n'y avait pas forcément il y a quelques années. Et merci pour tout le travail que vous avez fourni. C'est très intéressant. Merci. D'autres réactions? Peut-être dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs ou d'éléments qu'on n'a pas évoqués là ce matin lors de la présentation, que vous allez retrouver dans le rapport. Et à l'image de ce que vient de faire M. Coué, je crois qu'effectivement, les idées des uns et des autres, et comme celles que vous venez d'indiquer, peuvent être reprises par différents acteurs pour coopérer et faire des propositions qui soient transversales, en horizontalité et en verticalité, quoi. Si le décrochage scolaire n'est pas, enfin, commence de plus en plus tôt, je crois qu'on ne coupera pas à un moment donné à une réflexion plus globale des acteurs au plus près du territoire jusqu'à l'échelon régional, puisque c'est celui qui nous intéresse, quoi, ici. Et sur nos préconisations, on a 35 préconisations, donc on ne les a pas toutes citées. Donc on a aussi des propositions qui sont faites sur la question de la santé mentale des jeunes. Et on a aussi on a cité des propositions qui s'adressent à la région, mais on a aussi des préconisations qui s'adressent à d'autres acteurs que la région et qu'on n'a pas développé ce matin, mais vous les retrouverez dans le rapport. Oui. La MIGEC 49, je n'ai pas le nom de madame. Mais c'est Sandrine Combréas. Sandrine, voilà. Bonjour. Je voulais juste, vous avez dit plusieurs choses, qu'il y a pléthore de dispositifs. C'est quelque chose qu'on avait mentionné au niveau de l'audition de la MIGEC académique. La difficulté qu'on a parfois, c'est de faire adhérer le jeune au dispositif et à la structure existante. Et dans le post-Covid, la difficulté s'est renforcée. Et cette affaire-là, pour moi, ça touche les compétences psychosociales qui ont été très abîmées et la capacité d'être en relation avec ne serait-ce qu'un micro-collectif, voire un collectif tout court. Et que là, il y a vraiment un champ à exploiter pour peut-être créer des choses modulaires sous forme d'ateliers où nous, les acteurs qui accompagnons, on pourrait positionner un jeune sur, je ne sais pas, quelques ateliers ponctuels qui fait que très, très progressivement, il retrouve la capacité d'être relié à d'autres et d'investir des dispositifs un peu plus conséquents où il va travailler son projet. Mais en tout cas, nous, dans les MIGEC, dans les MLDS, enfin tous ces acteurs qui sont sur ces moments-là de fracture, on est confronté à cette typologie de jeunes aujourd'hui où ils sont en panne là où ils sont en établissement, mais reliés à autre chose pour faire autrement, ou des fois ils ont décroché carrément et ils sont à la maison, ils n'en sortent plus. Et je trouve qu'on manque d'espace pour prendre soin de la santé relationnelle des jeunes qu'on pourrait mobiliser ponctuellement et qui ne soit pas tout de suite un engagement sur une durée un peu longue d'un dispositif parce qu'on voit bien que ça s'est fragilisé beaucoup. Et en tout cas, moi, je l'identifie comme un besoin, comme une nécessité pour rendre de nouveau l'habileté sociale en bon fonctionnement pour repartir. Okay. Merci Sandrine. J'ai une deuxième intervention, une deuxième demande. Jean-François Letellieu, allez-y. Oui, donc bonjour. Je représente le pôle formation insertion des apprentis d'Auteuil. Juste pour rementionner effectivement qu'une fois que ces jeunes ont décroché, les programmes prépa, notamment de la région, sont importants puisqu'il faut aussi les solutions pour les jeunes qui ont vraiment décroché et qu'il faut pouvoir remettre dans une dynamique positive de remise à niveau, de projets professionnels, de remobilisation générale pour pouvoir construire des projets professionnels qui soient cohérents et les faire re-rentrer dans des... soit leur permettre d'accéder à un emploi, à une alternance ou à une formation qualifiante. Et donc,
c'est vraiment un aspect. Alors, je sais qu'on n'est pas là sur la notion de décrochage pur, d'éviter le décrochage, mais il y a ceux qui ont décroché et qu'il faut vraiment raccrocher. Les programmes prépa de la région sont hyper importants en ce sens. Voilà. On les a cités dans les dispositifs prépa. Pas d'autres réactions, questions? Peut-être redire, avant de te laisser la parole, Jacques, en tant que président de la commission, pour conclure que... Pardon, je vais... Excusez-moi. Peut-être dire voilà, que le lien du rapport in extenso va être envoyé aux membres. Encore vous remercier de vos contributions pour nous avoir permis de rédiger ce rapport. Et on salue ici, vous ne la voyez pas à l'écran, mais Laure Carnet, qui est chargée d'études au Césaire, au sein de la commission 6, et qui a fait un travail très conséquent de reprise des auditions, d'analyse, de rédaction. Et puis vous redire que voilà, hein, ça ne s'arrête pas à la fin de ce webinaire et que vous avez, je pense, les coordonnées au moins de Laure au Césaire, de Laure Carnet au Césaire, pour pouvoir, si vous le souhaitez, au-delà de la diffusion de ce rapport, puisqu'il n'y a aucun problème pour le diffuser et vous l'avez en version numérique, donc ça facilite, je pense, sa diffusion. En tout cas, de pouvoir nous faire appel, si besoin, pour intervenir dans une réunion ou dans un groupe de travail, ou voilà, pour obtenir des précisions supplémentaires. Et puis, je le dis, pour faire part aussi d'idées que vous avez, comme ça a pu être fait tout à l'heure à l'écran. Rien n'est figé, au contraire, je crois que plus nous serons force de proposition vers la région, puisque c'est bien notre objectif et notre but, eh bien, plus nous essaierons collectivement, en coopération, de réduire le décrochage scolaire en Pays de la Loire, où nous aiderons les jeunes à se construire. Ouais, non, mais Alto, tu as tout dit, hein, j'ai plus rien à rajouter, donc merci à vous. Et puis, ben, je redis ce qu'a dit Aldo, on reste à disposition pour aller le présenter dans vos réseaux, vos structures et institutions, notamment courant premier semestre 2024. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous et bonne journée.